Bonsoir, au sommaire, une exposition de peinture à la salle Alain Dutoya, les origines du lac d'Alcaud, des échos du théâtre à Sainte-Colombe, un concert gascon à la médiathèque. Mais pour commencer, nous recevons Carmen Mauvasin. Bonsoir Carmen. Bonsoir Pascal. Aujourd'hui, tu vas nous voir pour l'association Chalosse-Toursan en scène et tu vas nous parler de la prochaine animation. Quelle est-elle? Exactement. Eh bien, nous avons l'habitude donc de programmer des pièces de théâtre dans le canton et notre association a décidé de varier un petit peu son offre en proposant une soirée cabaret en hommage à Gilbert Bécaud qui s'intitule Un dernier Bécaud pour la route. Donc nous aurons le plaisir de redécouvrir les succès de Gilbert Bécaud, Monsieur 100 000 volts, avec Et maintenant, Nathalie, C'est en septembre, etc. Donc c'est un spectacle musical conçu, mis en scène et interprété par Jonathan Césy et ses deux musiciens, Fabienne Balancy et Christian Laborde. Nous espérons que Jonathan Césy saura nous mettre autant d'ambiance que Gilbert Bécaud, mais en modérant un petit peu le public, parce que nous espérons qu'ils ne casseront pas toutes les chaises, comme ce fut le cas à plusieurs reprises à l'Olympia au démarrage de l'artiste. Ah, c'est vrai, tu as bien raison. Et donc c'est vendredi prochain, le 24 mai, à 20h30. Le prix de l'entrée est de 10 €. Le spectacle est gratuit pour les enfants. Nous proposerons avant et après le spectacle, parce qu'il n'y aura pas d'entracte, des pâtisseries et des boissons. Vous pouvez réserver. Il y a 2 numéros de téléphone qui vont peut-être... Voilà, on va les afficher pendant que tu parles. Voilà. Et donc nous avons déjà quelques réservations. Donc il faut se dépêcher un petit peu pour réserver, très certainement. Il vaudrait mieux, si vous voulez être sûr d'être bien placé. Donc le tarif c'est 10 €, tu as dit. Et je n'ai peut-être pas dit que c'était à Jetmo. Voilà, est-ce que tu peux nous rappeler donc la date et le lieu? Alors, vendredi 24 mai, salle Alain Dutoya à la Rotonde, donc à Jetmo, et à 20h30. Ben, merci beaucoup Carmen, en tous les cas nous serons là. Merci. Nous recevons maintenant Étienne Lafargue. Bonsoir Étienne. Bonsoir Pascal. Tu es responsable de l'organisation de la foire de Sainte-Colombe au sein de la SCH. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette foire? Alors cette foire, c'est une foire qui a lieu depuis 24 ans maintenant, donc c'est la 24e édition. Elle a la particularité de regrouper de l'artisanat d'art, du vide-grenier et de la brocante. Donc c'est une particularité qu'on a instaurée à Sainte-Colombe il y a 24 ans. Et qui marche, ma foi, assez bien, puisque ça dure et que chaque année, on a toujours entre 80 et 100 exposants qui répondent présents. Tu as une idée de la fréquentation? Combien tu as de public? Alors, la fréquentation, on n'a jamais réussi à savoir exactement combien il pouvait y avoir. On avait essayé de faire des comptabilités tenues par des jeunes qui sont pas assez assidus pour le faire. Et les exposants nous ont dit qu'il y avait beaucoup de visiteurs qui passaient sur cette foire de l'Ascension. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à se garer, donc je suppose que c'est parce qu'il y a énormément de monde. Voilà, c'est un grand succès. Habituellement, tu as une restauration, comment tu organises ça? Alors, la foire de l'Ascension, c'est deux parties un petit peu distinctes. Il y en a une qui concerne tous les exposants, donc il y a un travail de placement, de mise en place dès le matin, à partir de 6h30 le matin. Le public est attendu à partir de 9h et toute la journée on propose une buvette, une restauration rapide avec des sandwichs et le midi il y a un repas qui est proposé à 11 € le repas avec une entrée qui est une assiette composée, ensuite suivi de l'homo avec des frites, de salade fromage et dessert avec le vin. Tu organises le repas à l'extérieur ou tu as une salle en abri dédié? Comment tu fais? Le repas est organisé dans la salle à Sainte-Colombe, il y a plusieurs salles, on a plusieurs chapiteaux. Donc en fait... l'infrastructure sera là pour accueillir... Voilà. Donc quel que soit le temps, on est équipé pour recevoir au moins 300 personnes pour manger le midi. Les exposantes, une majorité de professionnels, d'amateurs, comment ça se passe? Il y a un petit peu de tout. Alors ce qui est un peu rigolo, c'est qu'il y a pas mal de gens de Sainte-Colombe qui se mettent à faire de la vente, qui se débarrassent de certaines choses. Mais en règle générale, on va dire que c'est du 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers de professionnels et 2 tiers qui sont des amateurs.
Donc ils font ça pour leur plaisir ou en fait ils ont le droit d'en faire 2 par mois. Deux par an, pardon. 2 par an, oui, en tant qu'amateur. Voilà, en tant qu'amateur. Écoute, on a hâte de découvrir tout ça. Tu peux nous rappeler la date, bien sûr. Hein. Alors la date, c'est le jeudi de l'Ascension, voilà. Donc c'est le 30 mai. Donc c'est ouvert au public à partir de 9h. Donc l'entrée est gratuite. Donc les places, il y a un parking qui est derrière la salle. Donc ce parking, il est grand, mais souvent il est plein. Donc voilà, donc les premiers qui arrivent peuvent se garer plus facilement. D'accord. Voilà. On fera un petit saut. Merci Étienne. De rien. Samedi et dimanche avait lieu la première exposition d'art contemporain à la salle Alain Dutoya. Alors, je tiens à remercier ici Dominique Ménien, Carmen Castro-Monvoisin et Clémence Ponce qui ont œuvré pour que bien cette exposition ait lieu. Je salue également le travail accompli par les services techniques et par le service communication de la ville de Hagetmont. L'art contemporain, dont la définition générale et globale sur laquelle nous avons largement débattu hier soir, et je vais y revenir, Monsieur Beauchat, qui désigne toutes les œuvres réalisées depuis 1945, quel qu'en soit le style et finalement quelle qu'en soit l'esthétique, propose des choses qui sont très variées. La césure entre l'art moderne et l'art contemporain et le pop art dans la définition. Pour autant, nous avons hier largement débattu de ce sujet avec les artistes au cours d'un moment de convivialité. Eh bien, cette définition, si elle a été acceptée par tous, elle a aussi connu quelques évolutions. Alors aujourd'hui, donc, c'est des sculptures que j'expose, c'est des sculptures de soudage hein, que je soude à l'arc. J'ai des sculptures en bois flotté, j'ai pas mal de petites choses diverses. Mon inspiration me vient du cinéma, hein, le 7e art, et puis voilà, ça me donne des idées à ce que je vais réaliser comme sculpture. Voilà. J'expose un travail sur de la broderie, la matière, les pigments, les acryliques. C'est un travail long avec des souvenirs. Ce sont des broderies de famille, des couleurs. Depuis combien de temps tu peins? J'ai toujours peint. J'ai toujours fait des choses, mais vraiment je peins depuis une dizaine d'années où je peins presque tous les jours régulièrement. Alors les tableaux que j'ai exposés, il y a un thème qui est sur la pollution parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc j'ai mon poisson des années 2050. Et fait avec de la récupération sur les bords des plages et des matières, du sable, de la terre et autres. Et ensuite, j'ai peint peut-être des fleurs. En fait, voilà, c'était un peu automnal parce que c'était une période où j'étais peut-être un peu fatiguée, donc j'ai des couleurs automnales. Mais je peux faire différentes choses. Voilà. J'expose des œuvres très récentes, fin de l'année 2018 et début de l'année 2019. Donc ce sont des œuvres à caractère plutôt abstrait, mais en même temps parfois semi-figuratif, c'est-à-dire qui peuvent représenter un personnage, un animal ou autre. Mais en fait, mon travail surtout, qui se rapproche beaucoup de l'abstraction, est une relation très forte entre les formes que je crée et la couleur que j'utilise. Sachant que cette couleur n'est pas une couleur d'aplat, mais une couleur de relief, une couleur travaillée qui permet de créer un espèce de mouvement et une vie à l'intérieur de chacun de mes tableaux. On peut prendre un exemple si vous voulez. Prenons ce tableau là, vous voyez. Il s'appelle 2 en 1. On voit nettement que le travail de la tête, là, cette espèce de tête d'homme ou de poisson, avec une tête qui est un peu cachée, là, enfin qui n'est pas tout à fait terminée,
montrant une unité, si vous voulez, d'un tableau dans une relation un peu mystérieuse, justement, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ils sont là ensemble, mais l'intérêt, c'est de voir qu'il y a une unité. Et on voit à ce moment-là que la peinture là, que j'ai travaillée, qui est un même vert un peu profond, en fait, il change avec plus ou moins de lumière. On voit que ce visage prend une certaine vie. Mais ce qui est un visage qui prend une vie peut, par exemple, ici, dans cet autre tableau, qui est un souvenir des contes que j'ai travaillé, on voit nettement, là, entre les formes et l'intérieur des couleurs différentes que j'ai mis, ces couleurs ne sont jamais à plat, elles ont une vie. Et mon but, c'est de créer justement cette espèce d'interactivité entre le tableau qui est plein de vie et le spectateur qui va se projeter là-dedans, qui peut se projeter là-dedans. Vendredi dernier, à Sainte-Colombe, la salle était comble pour assister à la pièce de théâtre de Laurent Ruquier. Toute la presse en parle, interprétée par la troupe de théâtre Les Saltimbornes. Oh non, là tu vas fort, Pierre-Louis. Tu m'écoutes? Je te parle. Mais oui, je t'écoute. Oh, t'es de plus en plus teigneux dans tes critiques, hein. Ça s'arrange pas avec l'âge. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Il serait temps que ce réalisateur réalise qu'il n'est pas réalisateur, quant à vouloir être des deux côtés de la caméra, d'accord? Mais vraiment sur les côtés, hein. Mais ni devant, ni derrière. Oh, ça c'est méchant. C'est méchant et en plus c'est injuste. Ah, de toute façon, moi, j'ai absolument rien à me mettre. On va tirer la bleue avec le grand décolleté devant. Ah, Julien, mais c'est pas possible, t'es rempli. Oh, mais c'est super, ça fait combien de temps? 6 mois, 8 mois? Oh, ça fait au moins 1 an. Oh, comment ça s'est passé que ton Américain raconte? Oh, t'as maigri, toi? Oh, mais si, t'as maigri. Rappelle-toi, on t'appelait Athènes, la capitale de la Grèce. Voilà, c'est tes cheveux. T'as fait quelque chose à tes cheveux. Tu les as coupés. T'as fait une couleur. Tu les as lavés. Oh non. Mais ça va être le coup de l'année. Mais oui, je sais qu'elle n'est pas très connue, mais elle va l'être, elle est formidable. Oh, coupe-le, Robino, ça on n'en parle plus. Bon, alors c'est oui. Voilà, c'est ça. Alors, à mon bureau jusqu'à 18h. Si ça ne répond pas, un message sur mon portable, vous avez mon mail? Voilà, moi aussi. Ciao, mon chéri. Ciao. Oh, Juliette. Oh, mais quand est-ce que tu es revenue? Oh, mais comment ça s'est passé avec ton Américain? Oh, mais t'as changé, toi. T'as maigri. Ou alors c'est tes cheveux. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Tu les as coupés? Tu as fait une fleur? Tu les as lavés? Je t'assure, t'es superbe. Je peux te montrer quelque chose? C'est une petite folie que je me suis achetée pour faire une surprise à Pierre-Louis. Alors je voudrais que tu me dises ce que t'en penses, hein, parce que alors moi, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu cherches ce truc-là? Ça se fait remarquer, hein. Mais moi, il y a plus c'est cher, hein. Oh là là là. Oh. T'es prête? Bonjour Benoît. Vous étiez dans le bureau? Moi, je vous vois jamais. Ah, mais bien sûr, parce que c'est 6h30 pour y aller. Non, mais même quand vous êtes là, je vous vois pas, je vous entends pas. Ah non, mais c'est normal, parce que c'est trop tôt. Oui, bon. Bon, excusez-moi pour la tenue. Bah, c'est ça. Oh, maintenant que vous êtes vu, on s'en fiche. Allez-y. Mais quand je dis allez-y, dites-moi ce que vous en pensez, mais sincèrement. Ah, c'est bon, mais dans ça ici, je comprends pas, je vous sais. Oula, ne faites pas trop non plus, hein. Je ne sais pas vous dire jusqu'à présent, mais je reviens vous écouter, qu'est-ce qui se passe, papa? Vous avez vu? mais non, je ne sais pas, papa. Vous savez, depuis 6 ans que je suis fédéral de Paris. Je ne pense qu'à tous ces pouvoirs. Et
là, je souffre en silence, moi. Mais écoutez, moi, je vous aime bien, hein, mais j'aime mon mari. Enfin, on n'est pas mariés, mais je l'aime. Et puis, même de se retrouver tous les deux sur une île, l'île de la tentation. Oui, j'en ai déjà. Ouais, mais même bronzé, même avec un pagne. Attendez, je crois que là, on s'est pas compris. Hein. Regardez-moi bien en face, les yeux dans les yeux. Vous êtes dans mes yeux, là. Bon, celui-là, mettez là. Celui-là, mettez. Mais arrêtez-le, vous m'emmerdez, en plus une louche. Arrêtez-moi, on fait pas du tout longtemps. Vendredi soir, un concert gascon a été donné par les élèves de l'école de musique, accompagné par l'orchestre de musique traditionnelle du Conservatoire des Landes.
Les anciens le savent sûrement, mais les nouveaux venus connaissent-ils l'origine des lacs d'Alco? Et d'abord, pourquoi ce nom? Eh bien, Alco, bon, moi je travaillais bien sûr chez les établissements d'Audignon, bon, et au lac d'Alco aussi, mais j'ai entendu dire que le H, c'était le H de Agedmo, le Al, ça serait les deux premières lettres de son fils Alain, et le Co, ça serait alors aussi les deux premières lettres de sa fille Colette, ce qui fait Alco. Alco. Et donc, ce lac a toujours existé? Ah non, non, non. Non, ce lac n'a pas toujours existé. D'après tout ce que j'ai entendu dire, c'était des marécages qu'on appelait même dans le coin ici des brocs. Hein? On traduira si on veut, ça veut dire des épineux. Et c'était de la friche, quoi. Et donc ce marécage-là appartenait à la famille d'Audignon? Ah non, monsieur d'Audignon, il n'avait même rien du tout. Tout a été acheté. Maintenant, je ne peux pas dire quels en étaient les propriétaires. Mais si d'Audignon s'est installé là, c'est parce qu'il a acheté le terrain. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait un lac? Eh bien, c'était dans ses envies de créer du loisir, de la buvette, et puis ça s'est transformé après il a fait de la restauration, du restaurant, quoi. Alors Mais à son idée, jeune, monsieur Alfredo d'Audignon avait été serveur. Ses premiers sous, ou premier argent qu'il a gagné, c'est en servant dans les restaurants d'époque où on servait, comme dire, les messieurs ou les... D'accord, les gens qui avaient des sous, quoi. Les gens qui avaient des sous à Agedmo, la noblesse à Agedmo. Mais c'est pas qu'à Agedmo, il aurait été aussi à Mont-de-Marsan. D'accord. Et donc, il a acheté ce terrain et en premier, il a fait une buvette simplement. C'était seulement une buvette. En premier, il a défriché. Ah oui. Puis ensuite, il a mis des engins, pelles et bulles pour commencer à faire son premier lac qui est à l'entrée. Et il y avait monté une buvette, mais en bois, qui a été démolie, enfin qui a été modifiée par la suite, quoi. Oui, c'est-à-dire que la buvette en bois se trouve à peu près où se trouve exactement. La buvette actuelle. Le socle, comme on appelle la cave qui est dessous, ça a été dès le départ. C'est construite avec la digue. Et vous dites pour les loisirs, il y avait quelque chose pour attirer les gens là-bas? Et bien, ensuite, bon, il a eu des chevaux pour faire de la promenade. Je veux dire le nom de celui qui le... Bien sûr, oui. Que c'était monsieur Raymond Marsan qui avait la charge de s'occuper des chevaux. Donc, la semaine, il travaillait à l'usine aussi, ce monsieur Marsan. Et les week-ends, et surtout les vacances, et il s'occupait de faire tourner... Bon, il y avait un parcours. Et il faisait délimité avec des piquets et des barres de bois. Et les clients qui venaient, même quel que soit l'âge, ils pouvaient monter sur un cheval, mais principalement c'était des jeunes, les enfants, qui faisaient des promenades à cheval. Et il paraît qu'il y avait un train aussi. Et ensuite, sans doute là, dans les années 66, il a monté un petit train sur une ligne qui faisait environ 1 km de long. Bon, exactement, je crois que c'était 950 mètres. C'était des rails, ce qu'on appelait des lignes économiques, qui étaient des rails de tramway du début du siècle, qu'il avait récupéré au camp des Américains à Captieux. Bon, là-dessus, il y avait monté 3 wagons, et les wagons venaient de la gravière de Saint-Sevé, du chanteur là. De la gravière de Balavoine. Ah, d'accord. Qui était à la gauche du pont de la Dour.
en partant sur Mont-de-Marsan. Oh. Et ces wagonnets chez Balavoine servaient à extraire le caillou des bords de la Dour, qu'à l'époque tout était chargé manuellement. Et les châssis de ces wagonnets ont été transformés par des ouvriers à M. Daudignon en wagonnet avec des sièges en bois, un toit en tôle. Et il marchait à quoi le train? Il marchait au gasoil. Au gasoil. Le train, c'était aussi une ancienne petite locomotive Decoville, des marques Decoville, qui servait dans les carrières, aussi comme c'était chez Balavoine, ça tirait ses wagonnets. Actuellement, il y a 3 lacs. Oui, hein? Oui. Et ils ont été faits en même temps? Oh oui, ils ont été faits dès le départ. Dès le départ, en 65, les 65-66, les 3 lacs y étaient. Ah oui. Donc Parce que moi-même, j'ai commencé à faire tourner ce train, je crois que c'était en année 68 ou 69. Donc, que M. Daudignon m'a demandé à faire. Me faisait venir vers 3-4 heures l'après-midi, tant qu'il y avait du monde. Et à l'époque, le prix du billet était 1 franc. Ah oui. Et c'était une boucle ou c'était aller-retour? Non, c'était une ligne. Une ligne aller-retour. Une ligne qui tortillait, qui n'était pas droit, ah, oui, qui tortillait, quoi. Oui, entre les arbres. Ouais. De temps en temps, il y avait du déraillement, quoi. Même que certains jeunes me faisaient dérailler le train. Exprès. Ils mettaient un caillou. Ah ouais. C'est parce qu'il y avait un endroit où il y avait un aiguillage pour pouvoir mettre un wagon par côté. D'ailleurs, il y a un wagon qui était dormeur pour faire voir que c'était comme dans une gare. Oui, oh. Et donc il bloquait le... Alors donc, j'ai eu à l'époque là, quelques jeunes là, qui sont encore en vie, bien sûr, heureusement pour eux, je leur souhaite longue vie. Ils vont se reconnaître. Qui me mettaient un caillou juste à l'aiguillage. Et puis ils se cachaient pour voir et rigolaient après. Bon, seulement, c'était mal me connaître parce que je savais le remettre en place. J'avais un clic qui suivait, il suffit que lever, pop, et on remettait le wagon en place. Oh. Super. Et l'île, comment on accédait à l'île? Il y avait l'île au milieu du lac. L'île du milieu du lac, on y accédait par une passerelle. Oui, une passerelle en bois. Oui, parce que maintenant c'est un remblai en terre. Voilà. Depuis que la ville a acheté, la passerelle en bois a été démontée, comme les structures en bois qui étaient devant la buvette, aussi elles ont été démontées quand la ville a acheté et a reconditionné les lieux, quoi. Oui, et ça, elle a acheté la ville du temps de M. Dutoya ou après? Non, c'est le premier mandat de M. Lancement. Au premier mandat, d'accord. Oui. Et c'est là que ça a été modifié. Oui. Et il y avait aussi un golf, je crois, non? Un mini-golf. Un mini-golf. Oui, qui était entre la buvette d'en haut et la buvette d'en bas, ou le restaurant après. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'hôtel? Alors là, l'hôtel, il a dû commencer vers les années 76 peut-être. C'est M. Lafargue, entrepreneur de Samadé, qui l'a construit, qui l'a bâti. Ça a commencé par un début de 6 chambres, et ensuite petit à petit, tous les ans ou tous les 6 mois, M. Daudignon, il faisait de l'extension. Une extension. Et je crois que c'était le Noël, et je ne sais pas si c'était 75-76. Là aussi, 480 couverts. Oh. Il avait 2 orchestres, parce que ça se faisait sur 2 salles différentes. Et cette mezzanine, il y avait du service qui se faisait aussi à l'étage. Ouais, c'était une belle réussite alors.
Plusieurs fois par semaine, nous entendons des avions de chasse tourner au-dessus d'Agenmot. Nous avons pu avoir des places pour entrer au Tiger Meet sur la base de Mont-de-Marsan. Nous avons rencontré un pilote. Bonjour, donc commandant David, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes pilote de Mirage, comment ça se passe? Quelle est l'impression d'un premier vol? Donc les premiers vols quand on apprend à piloter, ils ne sont pas tout de suite sur Mirage 2000. On commence par voler sur des petits avions hélices, puis des avions un petit peu plus gros. Après des avions à réaction qui s'appellent Alpha Jet avant de passer sur Mirage 2000. À chaque fois, les sensations qu'on a en vol sont décuplées parce qu'il y a beaucoup plus de vitesse, de facteurs de charge quand on peut faire des virages serrés et autres manœuvres. Je suppose qu'il vous faut une condition physique exceptionnelle? Oui, exceptionnel, c'est pas vraiment le terme que j'emploierais, mais il faut une très bonne condition physique. On s'entraîne très régulièrement pour avoir une bonne musculature, surtout au niveau du dos, des cervicales, pour pouvoir encaisser léger, comme on dit, c'est-à-dire faire des manœuvres assez serrées. On peut ressentir jusqu'à 9 fois le poids de notre corps. Et dans ces conditions, il faut avoir les muscles qui tiennent bien tout le rachis, tout le corps, pour pouvoir continuer à piloter dans ces conditions. On vous entend beaucoup sur Agenmot, notre petite ville. Est-ce que vous venez régulièrement? Comment ça se passe? Est-ce que vous appréciez notre région? Oui, forcément, on apprécie la région. Maintenant, on ne vient pas pour faire du bruit. Quand on vient, c'est pour s'entraîner. On essaie de diversifier les zones d'entraînement. Donc, il y a une zone qui est autour de la base de Mont-de-Marsan, qui couvre le secteur d'Agenmot. Et c'est pour ça que des fois, on tourne dans la région. Et c'est vrai que c'est une très belle région, puisqu'on est à la fois proche de l'océan et des montagnes qu'on peut voir dès qu'on décolle de la base de Mont-de-Marsan. Une dernière question, en commandant, le Tiger Meet, ça se passe comment? Bien? Oui, ça se passe très bien. Il y a 9 détachements étrangers qui sont accueillis, 9 nations avec encore plus de détachements. Beaucoup d'avions de chasse, une soixantaine, une dizaine d'hélicoptères, et il y a beaucoup de moyens qu'on ne voit pas sur la base aérienne, mais des bateaux, des centres de détection et de contrôle qui ne sont pas forcément localisés sur la base. Et c'est vraiment un exercice qui prend tout le sud-ouest de la France, et on a vraiment des missions qui sont très intéressantes, puisque quand il y a autant d'avions qui sont en l'air, on peut reproduire des entraînements très réalistes. Merci beaucoup. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez au pouce bleu et pensez à partager. À la semaine prochaine.